Le café avait refroidi entre mes mains il y a 3 heures. J'étais assis à la table de la cuisine, fixant mon téléphone, le suppliant de sonner. Cela faisait 5 jours que je n'avais pas vu ma femme, et le silence était étouffant. Tout a commencé un mardi matin. Elle m'avait embrassé pour me dire au revoir, m'avait dit qu'elle rejoignait sa sœur pour déjeuner, et avait franchi la porte, son sac à main jeté sur l'épaule. Ce fut le dernier moment normal de ma vie. À 20 heures, comme elle n'avait répondu à aucun de mes appels ni de mes SMS, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Ma femme avait beaucoup de défauts, mais elle répondait toujours au téléphone. Toujours. J'ai d'abord appelé sa sœur. « Comment ça, déjeuner ?» avait demandé Camille, la voix pleine de confusion. Nous n'avions rien de prévu aujourd'hui. Je ne lui ai pas parlé depuis plus d'1 semaine. Le sol a semblé se dérober sous mes pieds. J'ai appelé sa meilleure amie, ses collègues, et même sa mère qui vivait à 2 régions de là. Rien. Personne ne l'avait vu ni n'avait eu de ses nouvelles. Sa voiture n'était plus là. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. C'était comme si elle s'était purement et simplement volatilisée. Vers minuit, cette première nuit, j'étais au commissariat pour déposer un signalement pour disparition inquiétante. L'agent de police, un homme buriné aux yeux fatigués, a noté toutes les informations avec une efficacité professionnelle. La plupart des adultes portés disparus réapparaissent dans les 48 heures, avait-il dit en essayant d'être rassurant. C'est généralement juste un malentendu, ou bien ils avaient besoin de prendre du recul. Mais je connaissais ma femme. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas son genre d'avoir besoin de prendre du recul ainsi. Nous avions eu nos problèmes. Quel couple marié depuis 12 ans n'en a pas? Mais nous discutions pour régler les choses. Elle ne partirait pas sans dire un mot. Les 4 jours suivants se sont fondus en un cauchemar. J'ai à peine dormi, sursautant au moindre bruit, vérifiant mon téléphone toutes les quelques minutes. La police enquêtait, mais je pouvais voir le scepticisme dans leurs yeux lorsqu'ils m'ont interrogé pour la 2e fois. Je suis devenu cette statistique, ce mari qui est toujours le premier suspect quand une femme disparaît. J'ai engagé une détective privée le 3e jour, une femme perspicace nommée Céline, qui m'avait été vivement recommandée. J'ai besoin que vous trouviez ma femme, lui ai-je dit, la voix brisée. J'ai besoin de savoir qu'elle est en sécurité. Céline a été minutieuse, elle a épluché les relevés téléphoniques, vérifié les images de vidéosurveillance, interrogé les voisins, et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Elle a trouvé des images de ma femme s'enregistrant seule dans un hôtel du centre-ville ce mardi après-midi-là. Elle avait payé en espèces. Le lendemain, il y avait des images d'elle dans un centre commercial, riant avec quelqu'un que la caméra n'avait pas pu capter. Elle avait l'air d'aller bien, et même plus que bien. Elle avait l'air heureuse. Ma terreur a commencé à se transformer en autre chose. De la confusion, de la douleur, puis lentement, de la colère. Céline a creusé davantage. Elle a trouvé des messages sur les réseaux sociaux que ma femme avait supprimés. Des conversations avec un vieil ami d'université qui était récemment revenu vivre en ville. Rien d'ouvertement romantique, mais le ton était familier, intime, avec des projets de rencontre. Des blagues privées, des heures d'appels téléphoniques dont j'ignorais tout. Au 4e jour, j'ai passé moi-même quelques appels. J'ai parlé avec notre avocat, un ami de la famille qui s'était occupé de notre testament et de notre régime matrimonial. Purement par hypothèse, lui avais-je demandé, si je devais protéger notre patrimoine, comment cela se passerait-il? L'avocat était resté silencieux un instant. Êtes-vous sûr de vous? Je n'étais plus sûr de rien. Mais je savais une chose. Si ma femme avait choisi de disparaître, si elle m'avait laissé endurer 5 jours d'enfer en pensant qu'elle était morte dans un fossé quelque part, il y aurait des conséquences. Le 5e jour, j'avais terminé les démarches administratives. La maison, qui était à nos 2 noms, était désormais uniquement au mien, une manœuvre légale exploitant une clause d'attribution intégrale que nous avions mise en place des années auparavant. Les comptes joints ont été gelés, dans l'attente d'une enquête pour activité suspecte. J'ai tout documenté, j'ai donné à Céline l'autorisation totale de poursuivre son enquête et je me suis préparé à ce qui allait suivre. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle franchisse simplement la porte d'entrée, clé en main, comme si elle était allée faire des courses. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Le bruit de la clé dans la serrure a arrêté mon cœur. Pendant 5 jours, j'avais prié pour entendre ce son. Maintenant que cela se produisait,
je ne ressentais rien d'autre qu'un engourdissement froid et envahissant. La porte s'est ouverte à la volée. Et elle était là, ma femme, totalement indemne, pas un cheveu de travers, portant des vêtements que je ne connaissais pas et tenant un sac de créateur que je n'avais certainement pas payé. Elle est entrée dans notre maison, ma maison maintenant, bien qu'elle ne le sût pas encore, avec l'assurance désinvolte de quelqu'un qui était parti pour l'après-midi, et non presque une semaine. Mais c'est son visage qui m'a glacé le sang. Ce sourire narquois, cette expression d'autosatisfaction, presque de défi, qui disait qu'elle savait exactement ce qu'elle avait fait et se sentait tout à fait justifiée de l'avoir fait. « Tu es rentré ?» ai-je dit d'une voix neutre. Je n'ai pas bougé de la table de la cuisine. Je ne me suis pas précipité pour la serrer dans mes bras. Je n'ai pas exigé de savoir où elle était passée. Je me suis contenté de la regarder, cette femme à qui j'étais marié depuis 12 ans, et qui ressemblait soudain à une parfaite étrangère. Elle a posé son sac de course et a croisé les bras, son sourire narquois s'accentuant. Ne fais pas cet air choqué. J'avais besoin d'un peu de temps pour moi. C'est un crime ? Du temps pour toi, ai-je répété lentement. Tu avais besoin de temps pour toi. Oui, a-t-elle répondu en s'avançant dans la cuisine et en ouvrant le réfrigérateur comme si c'était un jour normal. Mon Dieu, tu es tellement dramatique. J'ai le droit d'avoir ma propre vie, tu sais. Je ne suis pas obligé de te rapporter le moindre de mes mouvements. J'ai senti quelque chose se durcir en moi, comme du ciment qui prend. Tu as disparu pendant 5 jours. Elle a attrapé une bouteille d'eau et en a dévissé le bouchon. Tu as survécu, non ? Honnêtement, tu devrais être reconnaissante que je sois revenu. Avec la façon dont tu m'étouffes ces derniers temps, à m'envoyer des SMS sans arrêt, à toujours vouloir savoir où je suis et ce que je fais. J'avais besoin d'espace. Reconnaissant. Elle voulait que je sois reconnaissant. J'ai pensé aux nuits blanches que j'avais passées, l'imaginant blessé, effrayé, seul. Aux heures passées au commissariat à être interrogé comme un suspect. À la honte d'avoir dû annoncer à nos familles et à nos amis que ma femme avait disparu. Aux frais de la détective privée, aux consultations de l'avocat, au poids tout simplement écrasant de l'incertitude. Et elle exigeait de la gratitude. « Où étais-tu » ai-je demandé doucement. Elle a fait un signe de la main d'un air dédaigneux. Dans le coin. J'ai séjourné dans un hôtel, j'ai fait les boutiques, j'ai revu un vieil ami. J'avais juste besoin de me rappeler qui j'étais avant de devenir la femme de quelqu'un, l'employé de quelqu'un, la fille de quelqu'un. Est-ce vraiment si difficile à comprendre ? Tu aurais pu me dire pourquoi. Elle s'est appuyée contre le plan de travail, examinant ses ongles. Pour que tu puisses m'en dissuader, pour que tu puisses me faire culpabiliser. Je savais exactement ce qui se passerait. Tu serais devenu collant et émotif, et j'aurais fini par rester à la maison pour que tu te sentes mieux. Eh bien, j'en ai marre de vivre ma vie pour les autres. Je me suis levé lentement, sortant mon téléphone. As-tu vérifié tes emails aujourd'hui ? Elle a froncé les sourcils, son assurance vacillant légèrement. Non. Pourquoi ? Tu ferais bien d'y jeter un œil. J'ai posé mon téléphone, gardant une voix assurée. Tu devrais avoir plusieurs messages de notre banque et un de Julien. Julien était notre avocat. Son froncement de sourcils s'est accentué. De quoi parles-tu ? J'ai déposé un signalement de disparition inquiétante mardi soir, ai-je déclaré. Quand tu n'es pas rentré, quand ta sœur a dit qu'elle ne t'avait pas vu, quand personne ne savait où tu étais, la police a ouvert une enquête. Le sourire narquois s'effaçait maintenant, remplacé par ce qui ressemblait à de l'irritation. Oh, je t'en prie. Tu n'avais pas besoin de mêler la police à ça. C'est tellement embarrassant. Vraiment ? J'ai penché la tête. Je croyais que ma femme avait disparu, qu'elle était peut-être morte. Que étais-je censé faire ? Supposer que tu avais décidé de prendre des vacances improvisées sans le dire à personne ? Tu es ridicule. Mais sa voix avait perdu une part de son aplomb. J'ai aussi engagé une détective privée, ai-je continué en observant attentivement son visage. Mercredi. Elle a été très minutieuse. Voudrais-tu savoir ce qu'elle a trouvé ? Elle a blêmi. Tu as engagé une détective privée pour me suivre, pour te retrouver, ai-je corrigé. Parce que je pensais que tu avais disparu. C'est ce que tu as fait, n'est-ce pas ? Disparu, évaporé, volatilisé sans laisser de traces ni dire un mot. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée.
Le sac de course a soudainement semblé capter son attention, et elle l'a ramassé sur la défensive. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Je l'ai coupé, la voix dure désormais. Tu es ma femme. Tu as disparu. Céline a trouvé des choses très intéressantes. Des reçus d'hôtel. Des virées shopping payées en espèces. Des images de vidéosurveillance de mardi après-midi te montrant en train de prendre une chambre seule dans un hôtel du centre-ville. Tout sourire. Elle a reculé, butant contre le plan de travail. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. En fait, ai-je répliqué, il se pourrait que tu aies à t'expliquer devant un juge. Le mot juge est resté suspendu en l'air entre nous comme le couperet d'une guillotine. J'ai observé le visage de ma femme passer par toutes les émotions, la confusion, l'incrédulité, la colère, et enfin, la première lueur de peur véritable. De quoi diable parles-tu? Elle a reposé la bouteille d'eau avec un bruit sec. Un juge? As-tu perdu la tête? J'ai tiré la chaise en face de moi et je l'ai désignée. Assieds-toi. Il faut qu'on parle. Je ne m'assois pas. Je viens juste de rentrer et tu me menaces avec. Avec quoi au juste? Quel juge? Assieds-toi. Quelque chose dans ma voix a dû l'atteindre car elle s'est dirigée vers la chaise, bien qu'elle se soit perchée sur le bord, comme si elle pouvait déguerpir à tout moment. J'ai sorti le dossier que j'avais gardé sur la table ces 2 derniers jours et je l'ai ouvert. Ce sont des relevés bancaires. J'ai commencé à faire glisser la première liasse de papier vers elle. Notre compte courant joint, nos économies, les cartes de crédit à nos 2 noms. Tu remarques quelque chose de différent? Elle s'est emparée des papiers et les a parcourus. J'ai observé le moment exact où elle a compris. Ses yeux se sont écarquillés. Ses comptes sont bloqués. Pourquoi sont-ils bloqués? Activité suspecte, ai-je répondu calmement. Quand une personne disparaît et qu'il y a des preuves suggérant qu'elle prévoyait de vider les comptes communs, des mesures de protection peuvent être prises. Notre avocat a déposé les documents jeudi. Vider les comptes communs. Sa voix est montée d'un ton. Je prenais juste quelques jours pour moi. Vraiment? J'ai sorti un autre document. Voici un retrait d'espèces que tu as effectué lundi, la veille de ta disparition. 4 600 €. Peux-tu me dire à quoi cela servait? Elle a pâli. Ça ne te regarde pas. Tout ce qui se trouve sur ce compte me regarde. C'est un compte joint. Tu as retiré 4 600 € en liquide et tu ne m'as rien dit. Puis tu t'es volatilisé le lendemain. Que étais-je censé penser? Je n'ai pas à te justifier mes dépenses. En fait, si. C'est comme ça que fonctionnent les comptes joints. C'est comme ça que fonctionne le mariage. J'ai sorti d'autres papiers. Mais voici ce qui m'intéresse vraiment. Ce sont les dossiers que Céline a obtenus grâce à son enquête. Séjour à l'hôtel, restaurant, shopping. Tu as dépensé 7 360 € en 5 jours. Ses mains tremblaient en regardant les preuves. Tu as fait espionner mes moindres faits et gestes. J'ai engagé quelqu'un pour chercher ma femme disparue, ai-je corrigé. Il y a une différence. Et ce qu'elle a découvert a été très instructif. Devons-nous parler des relevés téléphoniques? Arrête. Sa voix n'était plus qu'un murmure. J'ai sorti les relevés téléphoniques malgré tout. Des centaines de SMS et d'appels vers un numéro que je ne connaissais pas. Des heures de conversation, toutes effacées de ton historique de messages visibles, mais les opérateurs téléphoniques gardent des traces. Le numéro appartient à un certain Maxime. Maxime Laurent. Ton ami de la fac qui est revenu vivre en ville il y a 6 mois. Elle s'est levée brusquement, la chaise crissant sur le sol. Il ne s'est rien passé avec Maxime. Nous sommes juste amis. Un ami au sujet duquel tu m'as menti, ai-je dit en me levant à mon tour. Un ami avec qui tu as passé des heures à parler en secret. Un ami que tu as vu mardi alors que tu m'avais dit que tu rejoignais ta sœur. Dois-je te faire écouter le message vocal que tu lui as laissé? Celui que Céline a récupéré. Celui où tu lui disais que tu étais enfin libre pour quelques jours. Et que tu avais hâte que ce soit juste nous deux. Son visage s'est décomposé. Tu ne comprends pas. Maxime et moi, nous avons une connexion. Une vraie connexion. Il me comprend d'une manière dont tu n'as jamais été capable.
Alors tu t'es dit que tu allais simplement disparaître pendant 5 jours pour explorer cette connexion, ai-je lancé. Sans me le dire, sans penser à ce que je ressentirais, sans envisager que je pourrais appeler la police, qu'il pourrait y avoir des conséquences. J'allais revenir. Ah oui? J'ai sorti le dernier document. Parce que ceci est un SMS que tu as envoyé à Maxime mercredi soir, je ne sais pas si je pourrais retourner à cette vie avec lui. Ces quelques jours m'ont montré ce qui me manquait. Est-ce que ça ressemble à quelqu'un qui a l'intention de revenir? Elle s'est affaissée sur sa chaise, le visage dans les mains. J'étais perdu. Je suis perdu. Maxime me donne l'impression d'être à nouveau vivante. Mais je n'allais pas partir comme ça. J'ai une vie ici, une maison. À ce propos, ai-je dit en faisant glisser le dernier document sur la table. Ceci est le titre de propriété de la maison. Elle a levé les yeux, s'essuyant le visage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne remarques pas qu'il manque quelque chose? Ton nom, plus précisément? Elle a saisi le papier, le fixant avec incrédulité. Que as-tu fait? Nous avons aménagé notre régime matrimonial avec une clause d'attribution intégrale, ai-je expliqué. Dans le cas où l'un de nous serait présumé mort ou incapable, tout est transféré automatiquement au conjoint survivant. Lors de ta disparition, notre avocat a activé cette clause. Cette maison est désormais uniquement à mon nom. Tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas morte. Mais tu avais disparu, ai-je répliqué. Et selon le rapport de police, les conclusions de la détective privée et les preuves que j'ai rassemblées, il y a tout lieu de croire que tu as abandonné le domicile conjugal. Cela change la donne d'un point de vue juridique. Elle s'est levée à nouveau, reculant vers la porte. C'est de la folie. Tu ne peux pas tout prendre juste parce que j'avais besoin de m'éloigner quelques jours. Je ne prends pas tout, ai-je affirmé doucement. Je me protège. Parce que la femme qui a franchi cette porte il y a 20 minutes n'est pas ma femme. Ma femme ne m'aurait pas souri d'un air narquois. Ne m'aurait pas dit de m'estimer heureux qu'elle soit revenue. N'aurait pas passé 5 jours à me laisser croire qu'elle était morte pendant qu'elle jouait à la famille avec un ancien amant. Maxime et moi n'avons pas. Nous ne sommes pas, elle semblait incapable de terminer sa phrase. Ça n'a pas d'importance, ai-je répondu, et je le pensais sincèrement. Que tu aies couché avec lui ou non, tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, plutôt que notre mariage. Tu as choisi de disparaître sans un mot, de me laisser souffrir. Et puis tu as eu l'audace de revenir ici comme si tu me faisais une faveur. Elle s'est laissée glisser contre le mur, toute sa bravade s'écoulant de son corps comme l'eau d'un vase brisé. Pour la première fois depuis qu'elle avait passé le pas de la porte, elle a eu l'air vraiment effrayée. Pas effrayée par moi, je ne lui avais jamais donné de raison de me craindre physiquement, mais effrayée par ce qu'elle avait fait. Effrayée par les conséquences qu'elle n'avait jamais pris la peine d'envisager. Je veux appeler Julien, a-t-elle murmuré d'une petite voix. Notre avocat. Je veux savoir si ce que tu dis est légal. Vas-y, l'ai-je encouragé en montrant son sac à main. Mais il ne prendra pas ton appel. Il est mon avocat maintenant. Conflit d'intérêts. Tu devras trouver ton propre représentant. Elle m'a dévisagé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Ton avocat? Julien est notre avocat depuis 10 ans. Et maintenant, c'est le mien. Je l'ai engagé mercredi quand il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'une simple affaire de disparition. Il m'a conseillé sur chacune des démarches que j'ai entreprises. Je me suis dirigé vers la cafetière, ayant besoin d'occuper mes mains. Tu dois aussi savoir que j'ai tout documenté. Chaque appel à la police. Chaque conversation avec Céline, chaque heure que j'ai passée terrifiée à l'idée qu'il te soit arrivé quelque chose. Pourquoi? La question a jailli comme un demi-sanglot. Pourquoi fais-tu ça? Je me suis tourné vers elle et, pour la première fois en 5 jours, j'ai ressenti quelque chose s'approchant de la lucidité. Parce que tu as détruit ma vie pendant 5 jours et que tu as cru que je devrais être reconnaissant de revenir finir le travail. Parce que tu m'as manipulé, tu m'as menti. Et tu as fait de moi un mari frénétique et soupçonneux pendant que tu jouais une vie de fantasme avec Maxime. Parce que je mérite mieux que ça. Elle a essuyé ses yeux du revers de la main, étalant son maquillage. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Maxime et moi, on s'est croisés dans ce café en septembre, on a commencé à discuter, et il m'a rappelé qui j'étais avant le prêt immobilier.
la routine et les mêmes conversations tous les soirs. Il m'a fait me sentir de nouveau jeune. Palpitante. Alors, tu t'es dit que tu allais simplement faire une pause dans notre mariage pour un coup d'essai. J'ai versé du café. Voir si l'herbe était plus verte ailleurs. Oui. Non, je ne sais pas, elle s'est approchée de la table et s'est assise lourdement. Te souviens-tu seulement de la dernière fois où tu m'as vraiment regardé? Où tu m'as vraiment vu? On fait semblant depuis des mois, peut-être des années. À quand remonte la dernière fois où nous avons fait quelque chose de spontané? À quand remonte la dernière fois où tu m'as surprise? À quand remonte la dernière fois où tu me l'as demandé, ai-je rétorqué. Le mariage fonctionne dans les deux sens. Si tu étais malheureuse, on aurait pu en parler. On aurait pu suivre une thérapie de couple. On aurait pu prendre des vacances, changer nos habitudes, faire n'importe quoi, sauf ce que tu as fait. Tu aurais dit qu'une thérapie était trop chère. Tu aurais dit que tu ne pouvais pas prendre de congé pour des vacances. Sa voix était amère. Tu m'aurais fait culpabiliser de l'avoir seulement demandé. J'ai posé la tasse de café avec précaution, luttant pour garder une voix égale. C'est vraiment ce que tu penses de moi? Que je suis une sorte de monstre autoritaire qui ne voudrait pas sauver notre mariage? Elle m'a regardé, vraiment regardé pour la première fois depuis qu'elle était rentrée. Je pense que nous faisions tous les deux semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je pense que nous avons cessé d'être des partenaires pour devenir des colocataires partageant un lit. Et je pense que j'ai géré ça de la pire façon possible. Tu penses? Le rire qui m'a échappé était dur. Tu as disparu pendant 5 jours. J'ai déposé un rapport de police. J'ai engagé une détective privée. J'ai appelé toutes nos connaissances, terrifié à l'idée que tu sois blessée ou morte. J'ai à peine dormi. Je ne pouvais plus manger. J'ai imaginé tous les scénarios horribles possibles. Et toi? Tu étais dans un hôtel, tu faisais du shopping, tu riais avec Maxime, tu te sentais vivante. Alors, oui, tu as très mal géré la situation. Je suis désolé. Les mots sonnaient creux. Je le suis. Je sais que je t'ai fait du mal. C'est juste que... Je me sentais prise au piège, j'avais l'impression d'étouffer. Et Maxime représentait cet échappatoire, cette opportunité d'être quelqu'un d'autre que la femme qui paie ses factures. Qui va travailler et qui rentre à la maison pour regarder la télé. Alors, tu aurais dû partir, ai-je murmuré. Correctement. Avec honnêteté. Tu aurais dû m'asseoir et me dire que tu étais malheureuse, que tu voulais qu'on se sépare, que tu avais rencontré quelqu'un d'autre. Au lieu de ça, tu m'as torturé et ensuite, tu es entré ici avec ton sourire narquois, comme si c'était moi le problème. Elle a grimacé. C'était mal. Le sourire narquois, l'attitude. J'étais sur la défensive. Je savais que ce que j'avais fait était terrible et je ne pouvais pas y faire face, alors j'ai essayé de te faire porter le chapeau. De faire croire que tu réagissais de manière excessive. Je ne réagissais pas de manière excessive, ai-je dit. Je réagissais exactement comme le ferait n'importe quelle personne raisonnable quand son conjoint disparaît sans laisser de traces. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. La maison s'apaisait autour de nous. Tous ces craquements et bruits familiers qui semblaient autrefois réconfortants ne paraissaient plus que vides à présent. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle finalement demandé. Avec la maison, les comptes, tout. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'email de Céline. Ça dépend de toi. Le rapport de la détective est terminé. Elle a documenté tes moindres faits et gestes pendant ces 5 jours. Les hôtels, les restaurants où Maxime et toi avez dîné. Les virées shopping. Il y a même des images de vidéosurveillance du centre commercial de mercredi où vous vous tenez par la main. Elle a rougi. Ce n'était pas. Nous n'avons pas, peu importe ce que tu as fait ou non, les jeux coupés. Ce qui compte, c'est ce dont ça a l'air. Abandon du domicile conjugal, possible infidélité, détournement des biens de la communauté. Si on finit au tribunal pour un divorce, j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. Tu demandes le divorce. Ce n'était pas une question. Me donnes-tu une raison de ne pas le faire, ai-je rétorqué. Parce que de mon point de vue, tu as fait ton choix quand tu as effacé les messages de Maxime. Quand tu as retiré 4 600 € en espèces. Quand tu as dit à ton amant que tu ne savais pas si tu pourrais reprendre ta vie avec moi.
Elle pleurait maintenant. Elle pleurait vraiment, les épaules tremblantes. J'ai fait une erreur. Une erreur énorme, terrible. Mais je suis revenu. Ça doit bien compter pour quelque chose. Tu es revenu parce que tes vacances étaient finies, ai-je répondu. Pas parce que je te manquais. Pas parce que tu as pris conscience de ce que tu avais fait. Tu es revenu parce que le fantasme avait une date d'expiration et que la vraie vie t'attendait. Ce n'est pas juste. Juste. Le mot avait un goût amer. Tu veux parler de ce qui est juste? Voici ce qu'il est, j'ai protégé notre patrimoine. J'ai tout documenté. Je me suis assuré que, quoi qu'il arrive ensuite, je ne me retrouve pas ruiné financièrement en plus d'être anéanti émotionnellement. Ça, c'est juste. L'horloge de la cuisine a fait un tic-tac bruyant dans le silence qui a suivi. Dehors, je pouvais entendre quelqu'un tondre sa pelouse. Le son était absurdement normal par rapport au naufrage de notre mariage, éparpillé sur la table de la cuisine. Ma femme, je la considérais toujours ainsi, bien que je ne susse pour combien de temps encore était assise la tête entre les mains, ses larmes mouillant les documents juridiques qui définissaient désormais notre relation. Il faut que tu comprennes quelque chose, ai-je finalement lâché, la voix plus douce qu'elle ne l'avait été. Pas tendre. Je n'étais pas prêt pour la tendresse, mais sans le tranchant de la colère. La colère demandait une énergie que je n'avais plus. Ces 5 derniers jours m'ont changé. Je ne peux pas ignorer ce que je sais maintenant. Je ne peux pas effacer ce que j'ai ressenti. Elle a levé les yeux, le visage couvert de plaques rouges et gonflées. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis assis en face d'elle, soudainement épuisé. Je veux dire que lorsque tu as franchi cette porte mardi, tu n'as pas seulement disparu physiquement. Tu as détruit quelque chose. La confiance, peut-être la sécurité, la fondation de tout ce que je pensais que nous avions construit ensemble. Et quand tu es revenu avec ce sourire narquois, en me disant de m'estimer heureux que tu sois de retour, tu m'as montré exactement à quel point tu accordes peu de valeur à ce que nous avions. Avions, a-t-elle répété, au passé. Peux-tu me donner une raison d'utiliser le présent, ai-je demandé. Parce que je viens de passer la dernière heure à exposer tout ce que tu as fait, tout ce que tu as détruit, et tu m'as donné des explications et des excuses, mais pas une seule vraie raison de croire que les choses seront différentes à l'avenir. Elle s'est essuyé le visage avec une serviette en papier posée sur la table. À quoi cela ressemblerait-il? Une vraie raison? Je ne sais pas, ai-je admis. C'est peut-être ça le problème. Peut-être que nous sommes allés si loin que je n'arrive même pas à imaginer ce qui pourrait réparer tout ça. Elle est restée silencieuse un long moment, fixant les documents étalés entre nous. Maxime m'a appelé ce matin, a-t-elle finalement dit. Il a demandé quand il me reverrait, quand je te quitterais pour de bon et que nous pourrions commencer notre vraie vie ensemble. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé un visage impassible. Que lui as-tu dit? Rien. Je n'ai pas répondu. Elle m'a regardé, les yeux rouges mais clairs. J'ai réalisé ce matin que Maxime ne veut pas vraiment de moi. Pas réellement. Il veut la version fantasmée de moi. Celle qui est spontanée, insouciante et qui n'a aucune responsabilité. Mais ce n'est pas ce que je suis. J'ai une carrière que j'ai bâtie pendant 15 ans. J'ai des amis ici. Une famille, une vie. Maxime veut m'éloigner de tout ça. Repartir à zéro quelque part où je serai complètement dépendante de lui. Et ça t'a fait peur, ai-je déduit. Ça m'a terrifié parce que j'ai compris que j'étais tellement concentré sur l'idée de m'échapper de ce que je voyais comme une cage, que j'étais sur le point d'entrer dans une vraie. Elle a fait tourner son alliance, toujours à son doigt. Je l'ai remarqué. Mais ça ne change rien à ce que je t'ai fait. Et je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être que tu ne peux pas, ai-je répondu. Peut-être que certaines choses, une fois brisées, ne peuvent plus être recollées. Est-ce ce que tu veux? Sa voix s'est brisée. Que ce soit fini. Je me suis adossé à ma chaise, ressentant le poids de mes 43 ans. Ce que je veux, c'est ne pas avoir passé 5 jours en enfer. Ce que je veux, c'est ne pas avoir appelé ta mère en pleurs, en croyant que tu étais morte. Ce que je veux, c'est ne pas avoir engagé une détective privée qui a trouvé des preuves de ma femme tenant la main d'un autre homme. Mais je n'ai pas ce que je veux. Aucun de nous ne l'a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai rassemblé les papiers en les tapotant pour former une pile bien nette. Voici ce qui va se passer.
Les comptes restent gelés pour le moment. La maison reste à mon nom jusqu'à ce que nous sachions ce qui va suivre. Tu vas prendre ton propre avocat. Julien peut recommander quelqu'un. Et nous allons avoir une conversation honnête pour savoir si ce mariage a la moindre chance de survivre. Tu me donnes une chance. Il y avait de l'espoir dans sa voix, aussi fragile que du verre filé. Je nous donne à tous les deux du temps, ai-je corrigé. Du temps pour penser clairement. Du temps pour que tu décides si tu veux être marié avec moi, ou si tu ne veux juste pas perdre le patrimoine. Du temps pour que je décide si je pourrai un jour te faire confiance à nouveau, ou si chaque fois que tu auras 5 minutes de retard. Je me demanderai si tu as filé avec Maxime ou avec le prochain venu. Elle a tressailli. Je mérite ça. Tu mérites beaucoup de choses en ce moment, ai-je concédé. Mais la rancune n'aidera aucun de nous deux. Je me suis levé soudainement, ayant besoin de m'éloigner de la table, des documents, d'elle. L'enquête de Céline est terminée, mais je l'ai gardée à mon service. Pas pour te suivre. Ce niveau de paranoïa ne m'intéresse pas, mais pour finaliser son rapport et s'assurer que tout est correctement documenté. Si nous décidons de divorcer, ce sera simple. Si nous décidons d'essayer de surmonter ça. J'ai laissé ma phrase en suspens. Alors quoi? Alors il nous faudra une thérapie. Une vraie thérapie de couple intensive. Tu devras couper tout contact avec Maxime de façon permanente. Pas de café d'adieu, pas de conversation de clôture, rien. Tu devras être totalement transparente concernant ton téléphone, tes emails, tes allées et venues. Et très honnêtement, je ne sais pas si même tout cela sera suffisant. Elle s'est levée aussi, enlaçant ses propres bras. Ça ressemble à beaucoup de règles. Ce ne sont pas des règles, ai-je rétorqué. Ce sont les conditions minimales requises pour que je puisse seulement envisager de te refaire confiance. Tu as brisé quelque chose de fondamental. Si tu veux la moindre chance de réparer cela, tu n'as pas à te plaindre des conditions. Et que feras-tu, a-t-elle demandé. Pendant que je sauterai à travers tous ces cerceaux? Je travaillerai à te pardonner, ai-je répondu simplement. Ou à décider que je n'en suis pas capable. Je chercherai à savoir si la femme que j'ai épousée est encore là quelque part, ou si elle a été remplacée par quelqu'un que je ne reconnais pas. J'essaierai de comprendre comment nous en sommes arrivés là, ce qui a pu m'échapper. Ce que j'aurais pu faire différemment. Tu n'as rien fait de mal, a-t-elle dit précipitamment. Ce n'était pas de ta faute. Peut-être pas, ai-je reconnu. Mais les mariages ne s'effondrent pas dans le vide. Je n'ai peut-être pas disparu pendant 5 jours, mais j'ai apparemment été suffisamment absent pour que tu te sentes justifié de le faire. Cela mérite d'être examiné. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée quand j'ai reculé. La blessure sur son visage était évidente, mais je n'y pouvais rien. Je n'étais pas prêt à être touché, à être réconforté, à faire comme si tout allait bien. Puis-je rester ici ce soir, a-t-elle demandé. Dans la chambre d'amis? Je veux dire, je n'ai nulle part d'autre où aller. J'ai songé à refuser, à l'obliger à trouver un hôtel comme elle l'avait fait pendant ces 5 jours, mais la rancune n'aiderait vraiment en rien. La chambre d'amis, ai-je consenti. Porte fermée. Et demain tu commences à chercher un thérapeute. Nous deux. Que nous cherchions des conseillers matrimoniaux ou des avocats spécialisés en divorce, nous avons besoin d'une aide professionnelle pour traverser tout ça. Elle a hoché la tête en ramassant son sac de course. Merci de ne pas m'avoir jeté à la rue. Ne me remercie pas, ai-je rétorqué. Ce n'est pas de la gentillesse. C'est juste moi qui essaie de prendre des décisions rationnelles au lieu de décisions émotionnelles. Demain, quand je serai moins anesthésié, je le regretterai peut-être. Elle s'est dirigée vers l'escalier, puis s'est arrêtée. Le sourire narquois quand je suis entré. Ce n'était pas de l'assurance. C'était de la défense. Je savais que ce que j'avais fait était indéfendable. Et je me suis dit que si je faisais comme si ce n'était pas grave. Tu laisserais peut-être passer. Peut-être qu'on aurait pu faire semblant que ce n'était jamais arrivé. Nous ne pouvons pas faire semblant, ai-je affirmé. C'est terminé. Quoi qu'il arrive ensuite, cela se passera dans la réalité, avec honnêteté. J'en ai fini de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Elle a hoché la tête et a disparu dans les escaliers. J'ai entendu la porte de la chambre d'amis se fermer avec un léger déclic.
Je suis resté seul dans la cuisine, entouré par les preuves de sa trahison et par ma réponse méthodique à celle-ci. La maison me paraissait différente maintenant. Non plus comme un foyer, mais comme le musée de ce que nous avions été. Peut-être qu'elle me paraîtrait à nouveau comme mon chez-moi un jour. Peut-être que nous reconstruirions quelque chose de nouveau sur les ruines de ce qui avait été détruit. Ou peut-être que c'était le commencement de la fin, simplement étiré en longueur avec des avocats, des médiateurs et la dissolution civilisée de 12 années passées ensemble. Honnêtement, je ne savais plus quelle issue j'espérais. Ce que je savais en revanche, c'était que je ne serais plus jamais l'homme qui avait attendu dans la terreur pendant 5 jours, espérant contre toute attente que sa femme rentrerait saine et sauve. Cet homme était mort quelque part entre mardi et aujourd'hui. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, de plus prudent, quelqu'un qui avait compris que l'amour sans le respect n'était qu'un autre mot pour la souffrance. Et j'en avais fini de souffrir. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Céline pour l'informer que ses services pourraient être requis sur le long terme. Ensuite, j'ai écrit à Julien pour lui demander des contacts de conseillers matrimoniaux spécialisés dans l'infidélité et l'abandon. Enfin, j'ai ouvert le message destiné à la mère de ma femme que j'avais rédigé dans ma tête. Elle est rentrée saine et sauve, ai-je tapé. Merci pour votre soutien ces derniers jours. Nous avons beaucoup de choses à régler, mais au moins, l'incertitude est terminée. J'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir changer d'avis. L'incertitude était terminée. Cette partie du moins, était vraie. Mais le savoir, le fait de vivre avec ce que je savais désormais, ce que j'avais documenté, ce que je ne pouvais pas oublier, cela ne faisait que commencer. J'ai vidé le café froid et en ai préparé un nouveau. La nuit allait être longue et demain le serait probablement encore plus. Mais pour la première fois en 5 jours, j'avais l'impression d'avoir les pieds sur la terre ferme. Je m'étais protégé. Je m'étais préparé à toutes les éventualités. J'avais refusé d'être l'idiot reconnaissant et indulgent qu'elle avait apparemment espéré. Quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face les yeux ouverts, mon patrimoine protégé et ma dignité intacte. Et si elle voulait faire partie de mon avenir, elle devrait le mériter, une conversation honnête après l'autre.